Si vous travaillez dans l'IT actuellement et que je vous dis comment générer plus d'argent, vous allez sûrement me parler de freelancing. Parce que le freelancing, c'est un terme qui est bien connu, qui revient souvent dans ce milieu. Le problème, c'est qu'en pratique, je me suis rendu compte que peu de gens savent réellement comment ça marche et en quoi ça consiste. Déjà, pour commencer, peu de gens savent ce que ça veut dire forfait et régie, alors que c'est hyper important de comprendre la différence avant de se lancer. Et si on parle de l'aspect financier, là, c'est la catastrophe. Les gens n'ont aucune idée vraiment de qu'est-ce qu'ils vont gagner en passant freelance et du coup, est-ce que ça a un intérêt réel par rapport au salariat? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement comment ça marche. On va voir le forfait, la régie, en quoi ça consiste, quelles sont les différences. On verra aussi à qui c'est adapté en fonction de vos contraintes pro et perso. Et à la fin, on fera un petit exemple de calcul pour voir à la fin qu'est-ce qui reste dans la poche en net après impôt, par rapport à un salarié. Comme ça, vous aurez une idée claire de combien ça gagne un freelance. Ok. Bon, pour commencer, on va parler du forfait. Le forfait, c'est la façon de faire qui est la plus répandue, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est la plus populaire. C'est ce à quoi on pense quand on parle de freelancing. Mais on verra après qu'il existe aussi la régie qui est moins bien connue, qui est moins sexy, mais pourtant qui a de sérieux avantages. Donc le forfait, qu'est-ce que c'est? C'est la vente d'un résultat. Concrètement, ça va être tous les freelances qui vont proposer de créer un site web, de faire un audit, peu importe en cybersécurité, dans ce que vous voulez, ou créer une application mobile. Tout ce qui peut être, on va dire, sous forme de package, avec un résultat tangible, concret, et on est payé au résultat. D'un point de vue de la temporalité, ça va être des missions relativement courtes en général, donc j'ai mis inférieur à 1 mois. En fait, c'est pas une règle absolue, vous avez des missions très longues, mais en pratique, ça sera des missions relativement courtes. D'un point de vue de la vente, ça va de pair. La vente va être constante. Il faudra constamment chercher de nouveaux clients, faire beaucoup de communication pour s'assurer d'avoir un flux de missions qui va être continu. D'un point de vue de la stabilité, on va avoir des revenus qui vont être instables, c'est un peu la résultante, parce que les missions seront courtes, il faudra faire de la vente constamment et on va pas pouvoir s'assurer d'avoir tout le temps des missions à faire. Ce qui fait que les revenus peuvent être instables. Le gros problème aussi du freelancing au forfait, c'est le chiffrage. Comme on va vendre un résultat et pas le temps passé sur ce qu'on va vendre, il y a un risque de mal chiffrer. Imaginons que vous vouliez vendre un site web, vous estimez que ça va vous prendre 5 jours, donc vous proposez un tarif qui correspond à 5 jours de boulot, et en pratique, il vous faut 10 jours. Vous avez réduit par 2 votre taux horaire. Donc c'est le problème, c'est ce qui fait que ça devient un peu compliqué de faire du freelancing au forfait, et que ça demande un peu plus de maturité et d'expérience. D'un point de vue financier, quels sont les chiffres? Donc là, vous voyez que la fourchette est extrêmement large. Le freelancing au forfait, l'avantage, c'est que quand vous êtes bon, vous pouvez aller chercher des très très gros chiffres d'affaires. Donc là, j'ai mis 20 000 euros par mois. C'est à peu près, on va dire, le plafond de verre quand on travaille seul, quand on n'a pas d'équipe. Mais c'est vraiment atteignable. C'est pas un chiffre qui est vraiment extravagant. Vous pouvez arriver à ce chiffre-là. Il faut savoir qu'aussi, vous pouvez avoir des mois à 1 000 euros. Et c'est le problème, c'est la force et la faiblesse du freelancing au forfait. Vous avez des revenus qui vont être instables. Si vous n'êtes pas bon en vente, si vous n'avez pas un process de vente qui est carré, vous allez avoir des revenus qui vont être instables, potentiellement bas parce que vous ne savez pas chiffrer. Et donc, vous pouvez avoir des revenus qui vont osciller de 1 000 à 5 000 euros ou de 5 000 euros à 20 000 euros en fonction de votre niveau. Donc, c'est le freelancing au forfait. C'est la façon la plus commune du freelancing qu'on a en tout cas en tête quand on pense au freelancing, mais qui n'est pas la seule façon de faire. On va voir juste après la régie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le forfait, en général, c'est plutôt adapté pour des petits clients. Donc, ça va être des PME ou des petites startups ou des petites boîtes qui vont avoir des besoins ponctuels. Et là, elles vont chercher souvent un expert, quelqu'un qui va être un peu plus senior, pas forcément des débutants, pour les aiguiller, que ce soit pour un audit ou pour créer une application et vraiment les aider sur un besoin one shot. Ce qui va de pair, c'est que petit client veut dire des projets moins gros, peut-être aussi des clients moins sérieux. Et ça, il faut le prendre aussi en compte quand on fait du forfait. Maintenant, on va voir la régie, en quoi ça consiste et quelle est la différence par rapport au forfait. Donc maintenant, on va passer à la régie. La régie, c'est la façon de faire qui est moins sexy, qui est moins marketée, qui est moins connue. Mais vous allez voir qu'il y a des sérieux avantages aussi. Donc, la principale différence par rapport au forfait, c'est qu'on va vendre le temps passé à travailler et pas un résultat fini. Ce qui fait que le chiffre d'affaires, il est très facile à calculer. C'est simplement le taux journalier moyen, le fameux TJM, multiplié par le nombre de jours travaillés. Ça, en pratique, c'est pas une règle absolue, mais c'est un besoin qui va souvent être lié aux grands comptes. Donc les grands comptes vont avoir des grosses équipes, des gros projets sur plusieurs mois, plusieurs années, et elles vont souvent avoir besoin de renforts dans leurs équipes. Ce qui fait que vous allez retrouver des types de besoins qui ressemblent à ce que vous faites déjà si vous êtes salarié dans l'IT. Par exemple, développeur full stack, ingénieur cloud DevOps, j'aurais pu en lister des dizaines. C'est des métiers classiques qu'on retrouve dans le salariat. Donc en fait, la régie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que faire votre métier,
Mais pour des clients qui ont des besoins de renfort dans leurs équipes et qui vont vous payer sur une base de temps passé à les aider avec un TGM fixé dans le contrat à l'avance. En pratique, on va voir juste après, les missions, elles sont longues parce que comme j'ai dit, les clients sont souvent des grands comptes qui ont des gros projets, des gros budgets. Donc là, les missions, ça va pas être du 1 mois, 2 mois, ça va être plutôt du 6 mois à 2 ans, voire plus, même si là, on entre dans des flous juridiques. Mais voilà, c'est des besoins qui sont sur des plus longues durées. D'un point de vue de la vente, logiquement, ça va de pair, elle est beaucoup plus rare parce que vous avez une mission à trouver tous les 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en termes de revenus, là aussi, évidemment, on va stabiliser la situation. Ce sera pas aussi stable qu'un CDI, évidemment, mais si vous faites les choses bien, vous allez avoir un revenu qui va être beaucoup, beaucoup plus stable qu'au forfait. Ça, c'est clair. Par rapport au chiffrage, comme on l'a vu, il n'y a pas de risque de mauvaise estimation parce qu'il n'y a pas d'estimation. Le client va vous demander de l'aide pour un renfort sur 6 mois à temps plein. Donc, vous savez que pendant 6 mois, vous allez travailler 5 jours par semaine à tel TGM. Donc, il n'y a pas d'estimation à faire. C'est juste une durée de mission, un TGM et une fréquence de présence, que ce soit full-time, temps partiel, voilà. D'un point de vue financier, on a aussi une fourchette qui cette fois-ci est plus restreinte, qui va de 7 000 euros à 13 000 euros. Ça reste une estimation, c'est une moyenne. 7 000 euros pour les profils très juniors, 13 000 euros pour les profils plus seniors. C'est compliqué d'aller plus haut que ça, parce que à très haut TGM, on va se rapprocher de prestations qui vont être plus proches du forfait que de la régie. Mais voilà, c'est à peu près la fourchette qu'on retrouve en pratique. C'est déjà très bien, hein. Beaucoup vont se dire que 7 000 euros c'est extrêmement bien, 13 000 euros n'en parlons pas. Mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même ce plafond de verre. Il faut en être conscient, il ne faut pas se dire qu'en faisant du freelancing en régie, on peut arriver à des aussi gros chiffres que au forfait. Et c'est normal, c'est le jeu. Un point important aussi, qui est un peu le point bonus, c'est qu'en régie, il y a quand même un avantage conséquent qui est les ESN, qui sont un levier énorme. Donc pour faire un rapide récap sur ce que c'est une ESN, c'est simplement un intermédiaire. Donc ESN, ça veut dire entreprise de services du numérique, qui vont faire l'intermédiaire entre, comme j'ai dit, des clients, qui vont être des grands comptes souvent, et des prestataires qui vont être soit en CDI dans l'ESN, donc salariés de l'ESN, ou qui vont être des freelances recrutés, entre guillemets, par l'ESN pour une prestation en régie. Et donc ça, c'est un levier énorme parce que quand on débute, en passant par une ESN, on peut trouver des missions beaucoup plus facilement. Et déjà que la vente, on n'en fait pas souvent, là, elle va être encore plus facile. D'où un avantage énorme de la régie par rapport au forfait quand on est débutant et qu'on veut passer du salariat au freelancing, par exemple. Voilà. Donc maintenant, on va voir quelles sont les différences par rapport aux profils qui vont préférer le forfait à la régie, par rapport à vos ambitions professionnelles et vos ambitions personnelles. Donc pour commencer, les freelances au forfait, ça va être quoi en général? Ça va être souvent des profils qui vont être très bons techniquement. Alors c'est pas non plus une règle, on peut être pas un expert et faire du freelancing au forfait, mais c'est mieux parce que comme vous avez vu, il faut savoir chiffrer, il faut faire des prestations de bout en bout, donc avec un résultat à la clé, et ça demande une maturité quand même technique qui ne s'acquiert pas en 1 an, 2 ans. Ça peut se faire, mais c'est pas forcément le plus adapté. En général, ça va aussi être des gens qui connaissent très bien leur marché, qui savent très bien les besoins de leur marché. Là encore, c'est pareil parce qu'ils vont pouvoir trouver l'offre qui colle à ce marché et créer le package qu'ils vont ensuite vendre, donc le résultat qu'ils vont vendre à leur marché. C'est des gens aussi qui n'ont pas peur de faire de la vente, qui savent comment ça marche, qui savent qu'il faut des fois faire de la prospection avec un très gros volume, peut-être prendre le téléphone, faire de la prospection physique, et c'est pas un truc qui leur fait peur. Eux aussi, ils ont de grosses ambitions d'un point de vue chiffre d'affaires, ils ont envie de faire le plus gros chiffre d'affaires possible, et le forfait, c'est très bien, parce que quand on le fait bien, quand on est motivé, on peut aller chercher des très très gros CA. Et pour finir, c'est aussi des profils qui peuvent se permettre un peu d'instabilité. C'est peut-être des gens qui ont des revenus secondaires, qui n'ont pas forcément de crédit ou de famille à charge, et qui ont cette prise de risque qui est possible et qui n'est pas forcément handicapante par rapport au forfait. Ok, maintenant pour la régie. Donc la régie, c'est plutôt pour les profils qui vont être, là encore, il faut être bon techniquement. J'ai pas mis très bon techniquement parce que pas besoin d'être expert absolu, on peut commencer en étant relativement junior. Moi, j'ai commencé avec 6 mois d'XP dans mon marché cible. Donc, pour vous dire que c'est possible de le faire en étant quand même relativement junior. C'est en général des profils qui vont commencer un peu dans le business, qui n'ont pas forcément tous les codes, que ce soit en marketing, en vente, en gestion, etc., qui veulent pas forcément se lancer dans des grandes envergures, des grandes entreprises. Donc, c'est pour ceux qui vont débuter, qui n'ont pas envie forcément de passer leur temps à faire de la vente, qui veulent quelque chose de stable, peut-être parce qu'ils ont des enfants, qui ont des crédits à gérer, ou d'autres raisons qui fait qu'ils préfèrent avoir un revenu stable. En termes de revenus, ils veulent quand même avoir des gros revenus, par rapport au CDI, j'entends, mais ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des revenus énormes, donc comme 20 000 euros par mois ou plus. Donc pour eux, le freelancing en régie, c'est, on va dire, un bon point de départ, c'est une bonne transition depuis le salariat, ou même pour ceux qui sont dans une activité de freelance et qui veulent avoir un peu plus de stabilité.
Un point important à comprendre, c'est que ces deux fonctionnements sont pas indissociables. On peut très bien combiner les deux. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille de faire et ce que je fais moi personnellement. Un truc qui est très très bien, c'est de faire du freelancing en régie, éventuellement en full time ou à temps partiel, donc 3-4 jours par semaine, et le reste du temps de faire du freelancing au forfait. Ce qui fait qu'on va se stabiliser avec une entrée d'argent qui va être relativement stable, et sur le temps libre qu'on va avoir, que ce soit les week-ends, le soir ou les jours qu'on aura en plus si on a temps partiel, mais prendre des missions au forfait, ponctuelles, pour à la fois avoir une offre plus hybride, se sécuriser par rapport à le marché. Si le marché évolue, on sait qu'on a une offre à côté pour nous aider à rebondir. Et en plus de ça, on peut chercher des plus gros chiffres d'affaires et avoir plus de revenus à terme. Donc c'est possible de combiner les deux, gardez ça en tête. Maintenant, parlons un peu de la partie financière qui intéresse beaucoup de gens. Avant d'en parler, sachez que si vous êtes salarié actuellement dans l'IT et que vous voulez passer freelance ou savoir comment ça marche, vous avez un lien juste en dessous où vous avez de quoi réserver un appel avec moi. Cet appel, il est gratuit, il vous engagera en rien. Je vais vous expliquer par rapport à votre profil quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour passer freelance dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et je vous expliquerai ensuite, si ça vous intéresse, comment j'accompagne d'autres salariés ou freelance comme vous à trouver des missions et à augmenter leurs revenus drastiquement. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Ok, donc parlons maintenant de la partie financière. Un point important, on va considérer ici la micro-entreprise. Sachez qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en compte pour le calcul, que vous soyez en société, en micro, en fonction de votre situation fiscale, en fonction des différentes aides que vous allez avoir, ça va changer. Moi, j'ai considéré à peu près 68 à 75% du chiffre d'affaires qui va revenir dans votre poche en net. Donc les experts comptables qui veulent faire un paragraphe m'expliquer que j'ai tort ou que j'ai raison, mettez-le. 68%, on va dire que c'est quand on fait les choses bien en société et les choses mal en micro-entreprise. Et 75%, c'est uniquement accessible en micro-entreprise en faisant tout très bien en optimisant. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, on va passer au calcul. Donc, si on part sur une base d'un TJM de 350 € par jour, ce qui est quand même relativement bas. Donc là, vraiment, j'ai pris une marge très basse pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Comme ça, vous savez vraiment que c'est le minimum qu'on peut espérer en tant que freelance. On va imaginer une base de 20 jours travaillés par mois, ce qui consiste à 1,5 jours de congé par mois, donc 3 semaines et demie off par an. Sachant qu'un freelance, en général, prend moins de congés ou plus. Enfin, voilà, on va pas imaginer le parfait comparo avec le salariat parce que c'est très compliqué, mais on va quand même considérer des congés. Donc vous travaillez pas toute l'année sans vous arrêter. 20 jours par mois, ce qui fait un chiffre d'affaires de 7000 €. Ok, 7000 € en appliquant ce barème que je vous ai mis ici, que j'explique pas parce que c'est chiant, c'est de la compta, mais je pourrais le faire si ça vous intéresse dans une autre vidéo. On arrive à ces chiffres-là en net dans la poche à la fin du mois. Donc 4560 € par mois à 5250 € par mois. Enfin, ce mois-ci en tout cas où vous travaillez. En salarié, en tout cas, quelqu'un qui pourrait prétendre à ce TJM-là aurait en théorie un salaire à peu près égal à 2300 € par mois en net. Donc si on calcule à peu près le ratio, ça fait entre 2,1 à 2,3 fois plus de revenus nets à la fin du mois. Alors attention, parce qu'il y a quand même des avantages liés au salariat qui n'apparaissent pas dans le calcul et qui sont aussi à prendre en compte, qui sont par exemple l'accès au crédit immobilier. Et ça, même si ce n'est pas tangible d'un point de vue financier, ça a une grosse valeur. Donc ne soyez pas uniquement fixés sur les chiffres, parce qu'effectivement ils sont gros, c'est des gros chiffres, mais pensez aussi à tout ce qui est à côté et le fait que par exemple vous avez accès au crédit plus facilement et une protection un peu plus élevée. Ne pensez pas qu'en freelance il n'y a pas de protection, c'est faux, c'est un préjugé qui circule beaucoup. En freelance vous avez droit à beaucoup de sécurité. Ne croyez pas que le freelance c'est le Far West, on est aux States, on se casse le bras, on a la rue. Ça marche pas comme ça. Hein. Donc là vous avez une idée. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet plus détaillé, mais on peut imaginer en tout cas ces chiffres-là de façon plutôt safe quand on passe en freelance depuis un salaire à 2300 € net en France. Ok, dernier point avant de terminer, sachez que une question qu'on pose souvent, c'est pourquoi les clients acceptent de payer autant par rapport à un salarié. Ben oui, la question elle peut se poser. On voit ces chiffres-là, on se dit pourquoi le client il paierait 2 fois plus alors qu'il pourrait m'avoir en salarié. Alors, il y a 2 raisons à ça. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a beaucoup de coûts indirects. Là, on voit un chiffre, on voit un revenu net par mois. En pratique, peut-être que vous le savez déjà, mais il y a beaucoup de coûts qui sont engendrés par ce salaire-là pour l'employeur et des coûts aussi qui sont indirects, ce qui fait que ça coûte beaucoup plus que ça de payer un salarié. En plus de ça, il y a aussi quelque chose qui est la flexibilité.
Les gens n'ont pas intégré ça, ils veulent comparer à chaque fois salarié et freelance, mais ça ne se compare pas. Un salarié, c'est un produit, entre guillemets, qui est plus premium, c'est un produit qui a plus de valeur. Pour une raison toute simple, c'est que un freelance, on n'en a plus besoin, c'est ciao. Alors c'est aussi un risque, c'est aussi un des points négatifs du freelancing, c'est ce qui fait que c'est plus instable que le salariat, et c'est normal, c'est un peu le deal qu'on fait. Mais quand on fait les choses bien, ça devient quand même relativement stable, je vous rassure. C'est instable, c'est vrai, et cette instabilité-là, elle se paye, comme dans tout. Si vous avez une ressource, on va dire un freelance, et vous pouvez lui dire du jour au lendemain, j'ai plus besoin de toi, je te paye plus, bah ça c'est un avantage énorme, et c'est ce qui fait qu'on peut demander plus en termes de coûts par rapport à un salarié. Parce qu'un salarié, une fois qu'on le paye, il est là jusqu'à la mort, hein, je vous le dis, hein, surtout en France. Donc c'est pour ça que le freelancing ou même la prestation de service, ça coûte beaucoup plus cher qu'avoir un salarié en interne pour un client. Ok ? Donc ça, vous le savez si vous travaillez dans l'IT ou n'importe quel milieu. Un salarié, ça coûte moins cher qu'un prestataire pour plein de raisons. La principale, c'est la flexibilité. Donc ne vous dites pas que quand on vous dit que vous allez gagner 7 000 € par mois, c'est impossible, c'est un scam, c'est je sais pas quoi. Non, c'est juste que dans le marché, un freelance a beaucoup plus de valeur qu'un salarié. C'est un fait. Le salarié, il est là, on doit se le coltiner même s'il travaille pas bien, on le paye quoi qu'il arrive, voilà, même si il est pas là, on doit le payer quand il est en congé. Donc, un freelance, ça coûte plus cher, oui, mais les clients payent ça sans aucun problème et ils le savent. Donc, ne vous dites pas que c'est impossible de demander ces tarifs-là à un client. Là, ce que vous avez là, c'est un chiffre qui est très bas. Je vous explique pas les TJM que j'ai déjà vus sur le marché, vous me croirez pas. Donc, on a fait un peu le tour. Sachez que, comme je l'ai dit, si vous voulez passer freelance ou que vous voulez avoir une roadmap sur les prochains mois pour passer freelance depuis votre CDI, ou que vous êtes déjà freelance et que vous voulez trouver un moyen de trouver des missions plus facilement, avec des process carrés, on prend un appel. L'appel, il est gratuit, il vous engage en rien, et je vous expliquerai ma vision, je vous expliquerai comment je vois la roadmap des prochaines semaines, voire les prochains mois pour vous, par rapport à votre profil, et je vous expliquerai le format de l'accompagnement que j'ai actuellement avec des salariés et des freelances pour les faire passer freelance et trouver des missions. Et si ça marche, si ça vous intéresse, on verra comment on peut travailler ensemble. Ok, donc c'est tout pour moi. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.